Merci Christian. Est-ce qu'il y a des réactions parmi le public? Merci à Naomi Neji. Est-ce que quelqu'un a des questions? Sinon, je propose qu'on continue et puis éventuellement, par regroupement, on pourra reprendre les questions et poser d'autres questions par la suite. Et donc, je prie Jonathan Castan de nous rejoindre ici. Et je demanderai à tous les contributeurs de rester dans les temps, si possible dans les 20 minutes. On a intérêt à avoir aussi toujours un peu de temps pour poser les questions et pour faire un peu de débat. Donc, sans attendre plus, je te laisse. Hein. Donc, dans cette communication, je présenterai une partie des résultats issus de ma thèse de doctorat. Une étude sociolinguistique quantitative basée sur les communautés franco-provençaux des Monts du Lyonnais. Alors, pour commencer, depuis l'étude fondateur de William Labov à New York, le terrain variationniste a continué à avancer notre compréhension des motivations sociales étayant la variation et l'achangement linguistique. C'est-à-dire qu'une variation linguistique dépend des différences sociales entre les locuteurs, ce qui reflète souvent un changement en cours au sein de la communauté. Cependant, comme il est souvent remarqué, les langues régionales et minoritaires tels que le franco-provençal, figurent très peu dans la littérature variationnelle en comparaison avec les langues dominantes, comme Naomi Neji a remarqué aussi. Ceci est bizarre, étant donné que Labov a toujours avoué que le sociolinguistique variationnel a commencé avec Louis Gauchat, le fondateur du glossaire des patois franco-provençaux de la Suisse romande en 1905. Néanmoins, ce fait tient des ramifications importantes pour une théorie généralisable de variation et changement linguistique. Ce fait est d'autant plus choquant si nous considérons un problème beaucoup plus large. L'éventuelle disparition de 90% des langues au cours de ce siècle. Ce gouffre entre le terrain sociolinguistique et la diversité géolinguistique nous permettront donc de poser au moins une question de recherche principale. Qu'est-ce que les langues en danger peuvent-elles contribuer au modèle théorique au centre de la sociolinguistique quantitative? Donc je demande d'une certaine manière ce que le franco-provençal peut apporter à la théorie. Pour essayer d'aborder cette question, cette communication va se pencher en particulier sur le phénomène du néolocuteur dans des contextes de langue en danger, en utilisant l'état présent du franco-provençal dans les Monts du Lyonnais comme étude de cas. Alors pour commencer, ce n'est pas étonnant de remarquer que le franco-provençal est caractéristique d'une langue en voie de disparition. Comme nous avons démontré ce matin, le nombre de locuteurs natifs a baissé progressivement au fil du temps et la transmission familiale est maintenant interrompue dans la grande majorité des cas, surtout en France. Ce qui signale malheureusement un déclin terminal. Cependant, dans des contextes linguistiques semblables au franco-provençal, ailleurs, nous remarquons aussi une forte augmentation de néolocuteurs, ou en anglais new speakers, un terme pour décrire des locuteurs qui apprennent une langue minoritaire dans des programmes d'immersion, des contextes d'éducation bilingue, des projets de revitalisation ou comme apprenants adultes. Et cette catégorie non négligeable d'apprenants peut signaler un pas décisif vers la revitalisation. De plus, il est notable qu'un nombre important d'études sur les néolocuteurs des langues diverses relèvent plusieurs caractéristiques communes. Dans le contexte du catalan, par exemple, Catherine Woolard nous démontre dans son échantillon que ces catalans natifs et ces New Catalan speakers ne se voient pas en tant qu'identité linguistique, ce qui relève aussi des tensions communales. Le contexte catalan est semblable au contexte basque, où Jacqueline Urla, dans son étude, distingue entre les vieux basques, où elle précise des locuteurs occupant des emplois ouvriers, et des néo-basques, qu'elle décrit comme des urbanistes de la classe moyenne. On retrouve les mêmes descriptions dans de nombreuses études sur le néo-breton,
une variété standardisée qui est parlée par des locuteurs militantes et politisés. L'émergence des néolocuteurs dans des programmes de revitalisation sont bien sûr documentés pour le franco-provençal aussi. Michel Bert et son équipe à Lyon 2 décrivent un petit nombre de néolocuteurs dans leur enquête sur le franco-provençal et l'occitan en Rhône-Alpes, toujours avec des caractéristiques semblables. Et nous retrouvons ce phénomène aussi en Suisse et dans la Val d'Aoste, comme Christiane a déjà documenté dans son travail. De plus, Michel Bert et Colette Greenwald précisent dans leur description une différence linguistique importante entre néolocuteurs et locuteurs natifs. Et l'on peut se demander si cette différence se manifeste de manière quantitative aussi. Alors, pour récapituler, malgré le déclin du franco-provençal dans les monts du Lyonnais, nous remarquons l'émergence des néolocuteurs qui se distinguent fortement des locuteurs natifs. Leur comportement linguistique fait le sujet de commentaires aussi, souvent décrits par exemple comme plutôt normatisés. Le contexte sociolinguistique du franco-provençal dans cette région favorise donc une approche de type variationnel. Nous avons deux groupes de locuteurs fort différents et nous pouvons demander si ceci est reflété dans leur langage. Alors, avant d'introduire les données, il faut d'abord élaborer sur la méthodologie de l'étude. Selon la méthodologie variationnelle, il faut mettre en relation directe des variables linguistiques, par exemple la suppression ou non d'un trait linguistique particulier, comme on a vu dans l'étude de Naomi, et des variables extralinguistiques, c'est-à-dire le sexe, l'âge, le réseau social du locuteur. Donc en 2012, j'ai recruté un échantillon composé de 3 types de locuteurs. Dans cet échantillon, nous avons des locuteurs natifs ou bien traditionnels si vous voulez. Ce sont les locuteurs le plus âgés et le plus conservateurs au niveau linguistique. Ensuite, nous avons aussi les locuteurs dits tardifs, c'est-à-dire ceux qui ont acquis la langue dans leur prime enfance, mais ils ont commencé à se mettre à parler couramment que très tardivement. Typiquement à l'adolescence, ce qui peut apporter des conséquences linguistiques. Nous avons aussi un petit échantillon de néolocuteurs correspondant à la description déjà donnée, alors des jeunes qui s'est mis à apprendre la langue par une démarche volontariste hors du cadre familial dans des cours d'adultes. Ensuite, j'ai entrepris des interviews semi-structurées en franco-provençal avec les participants pour obtenir un style de parole dite informel, c'est-à-dire un parole plutôt spontanée. Après, les locuteurs ont participé aussi à des tâches d'élicitation pour obtenir un style de parole plutôt formel et concentré. En même temps, j'ai recueilli des données concernant les réseaux sociaux des locuteurs pour augmenter l'analyse de la variation linguistique. De plus, les données sur les réseaux sociaux permettent de mieux comprendre la structuration des groupes différentes dans l'échantillon. Nous voyons par exemple que les locuteurs soulignés en bleu ici sont beaucoup moins intégrés dans le réseau des locuteurs que ceux nommés natifs et tardifs, ce qui confirme l'observation faite par Michel Bert et Colette Greenwald qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'interaction entre eux et les locuteurs traditionnels. Cette observation est importante pour nos fins parce qu'il y aurait peut-être des conséquences linguistiques liées à ce fait social. Donc, comme je viens de dire, selon la méthodologie variationnelle, il faut mettre en relation directe des variables linguistiques et des variables extralinguistiques. Alors, pour cette étude de cas, un trait caractéristique du franco-provençal qui marche très bien ici serait la palatalisation des consonnes latérales. Dans la grande majorité des dialectes franco-provençaux, en position d'attaque complexe précédée d'une consonne vélaire ou labiale, la latérale se palatalise comme dans beaucoup d'autres langues romanes. Mais en franco-provençal, en patois, rien n'est simple. Nous trouvons une immense patchwork de variations linguistiques, comme Antoine Durafour démontra dans son travail classique, et les choses se compliquent encore. Or, dans les monts du Lyonnais, les données recueillies dans les années 50 par le grand franco-provençaliste Pierre Gardette pour son atlas linguistique du Lyonnais démontrent que le L se palatalise uniquement dans les contextes suivis de consonnes vélaires et non labiales. Donc on dirait kioche, kioshi pour cloche en français, ou gyo pour glas, mais on ne dirait pas pio ou bio ou fio. Vous voyez ? Donc pour le franco-provençal,
des modules lyonnais alors, nous avons une bonne variable linguistique à investiguer, étant donné que le contexte des variations est limité à 2 consonnes avec 2 choix de variantes entre l'aspirante, le son ye, la variante franco-provençale, et la latérale, le, la variante plutôt francisée. Alors, ensuite, les résultats. Pour obtenir des pourcentages, j'ai soutiré du corpus formel et informel toute occurrence du consonne plus latérale en position d'attaque, quoi que ce soit vilaire ou labial. Comme l'on peut voir, les locuteurs traditionnels palatalisent uniquement dans les contextes vilaires, comme prévu, mais on peut remarquer beaucoup de variations là-dedans, avec un taux de palatalisation de 50% seulement. Notre trait linguistique est donc loin d'être catégorique dans l'échantillon, ce qui peut signaler un changement linguistique en cours dans la communauté. Il faut donc demander quels sont les prédicteurs, les facteurs favorables à ce processus de palatalisation. Afin de pouvoir tirer des conclusions auprès d'une population par ces méthodes, il nous faut des statistiques différentielles, mais sans vouloir trop compliquer les choses. Une analyse de régression multivariée a été calculée selon les variables dépendantes, c'est-à-dire ici la palatalisation du L, et des prédicteurs, les facteurs extralinguistiques, et le modèle révèle 2 facteurs qui ont un effet statistiquement significatif. Le titre de consonne dans le syllabe, notre prédicteur linguistique, comme on le sait déjà, ainsi qu'un prédicteur extralinguistique, la formalité de la parole. Dans ces données, alors, nous trouvons une différence statistiquement significative entre la palatalisation dans la parole formelle et informelle. Alors, en gros, le taux de palatalisation augmente selon la formalité de la parole. Ce comportement linguistique variable, selon le type de parole, est très bien documenté dans la littérature variationnelle et, comme j'ai dit, peut indiquer un cas de changement linguistique en cours. Ensuite, concernant les locuteurs tardifs, il faut noter que les données proviennent de 2 locuteurs seulement, donc les données sont un peu fragmentaires pour des conclusions décisives, mais nous pouvons quand même remarquer des tendances semblables au groupe de locuteurs natifs. Les locuteurs tardifs, eux aussi, font la distinction entre contexte vélaire et labial, avec un taux de palatalisation variable dans le contexte vélaire. Quant aux néolocuteurs, nous trouvons beaucoup plus de variations linguistiques, ce qui était attendu pour des apprenants. Mais c'est important de distinguer en même temps des cas d'erreur d'apprentissage d'un côté et innovation linguistique de l'autre. Premièrement, concernant le type de parole, toute variante palatalisée s'est trouvée dans le style formel. Il n'y avait quasiment pas de palatalisation en parole spontanée. Deuxièmement, les néolocuteurs démontrent un taux faible de palatalisation dans le contexte labial plus latéral, contrairement aux autres groupes. Et troisièmement, nous trouvons d'autres variantes palatales qui ne figurent pas dans les données des autres locuteurs. Alors, quoique les données sont fragmentaires, nous devrions essayer une tentative d'explication et il y a plusieurs possibilités. Comme j'ai suggéré, ces variantes peuvent être le résultat d'erreurs d'apprentissage, par exemple, et l'extension de la palatalisation en dehors des contextes vélaires, une forme d'analogie phonologique, une sorte d'effondrement de catégories peu productif au niveau linguistique. Pourtant, une explication sociolinguistique me paraît plus séduisante. Rappelons d'abord l'immense variation présentée dans la région franco-provençale pour ce trait linguistique. Pour faciliter une compréhension plutôt globale, certaines personnes insistent récemment sur l'utilisation d'une orthographe capable de réunir tous les patois franco-provençaux de Lyon à Savièse, de Savoie au Val d'Ost, sous une forme écrite commune qui s'appelle l'orthographe de référence B, proposée par le linguiste Dominique Stich. Quoique cette tentative de standardisation ne fait pas l'unanimité, tant parmi les linguistes que les locuteurs, l'ERB a gagné beaucoup de terrain sur l'Internet, surtout sur les réseaux sociaux, étant donné que les néolocuteurs sont souvent caractérisés par leur méthode d'acquisition, c'est-à-dire une démarche d'acquisition volontariste dans le cadre des activités liées au programme de revitalisation. On pourrait dire que ces variantes linguistiques résultent peut-être d'un impact de l'orthographe adoptée par certains néolocuteurs qui départent par l'écrit et non à l'oral.
De plus, c'est notable que l'ORB propose une graphème particulier pour la palatalisation de L en franco-provençal, le double L, une graphème très commune pour refléter la palatalisation dans d'autres langues romanes, et ce graphème se trouve derrière les consonnes vélaires et labiales. Donc elle ne fait pas la distinction entre les deux. Pour approfondir l'analyse de façon plutôt quantitative, j'ai recatégorisé les participants selon 6 indicateurs qui pouvaient refléter un niveau d'engagement dans le réseau social des néolocuteurs. Donc ceux qui ont eu un score de 5 à 6 suggèrent un taux d'engagement maximal dans le réseau selon la méthodologie variationnelle, le réseau du mouvement de revitalisation. Les données révèlent donc les locuteurs avec un tel score sont aussi les locuteurs qui ont produit les variantes innovatrices. Nous pouvons conclure donc que l'engagement des participants dans ce réseau social fonctionne comme mécanisme contraignant avec des conséquences linguistiques. Une observation déjà très bien documentée dans le contexte de l'anglais ou du portugais concernant le maintien des dialectes localisés. Mais je souligne, les données sont limitées. Donc, les données recueillies auprès des locuteurs natifs et tardifs démontrent une tendance semblable à un changement linguistique, le nivellement phonologique, bien documenté dans le contexte des langues en contact. L'approche variationnelle permet de quantifier cette variation et mettre en évidence les prédicteurs, les facteurs socio-stylistiques favorables au déclenchement de la palatalisation du latéral. Quant aux néolocuteurs, bien qu'ils soient capables de produire des variantes localisées, ils produisent, dans certains cas, des variantes innovatrices portant une importante signification sociale. Ceci a d'ailleurs été également documenté dans d'autres contextes. Par exemple, les néolocuteurs galiciens, bien documentés par Bronwyn Evans et son équipe à University College London. Les néolocuteurs du gaélique écossais, comme documenté par Claire Nance à Lancaster University. Donc malgré l'indigence des données, il serait bien de garder en tête l'avertissement de Peter Trotgill qui avait suggéré que ces types de variantes rudimentaires peuvent représenter des germes de changements linguistiques à l'avenir. Donc pour conclure, depuis la BOV à New York, les modèles issus de la sociolinguistique variationnelle ont pris racine pourtant des travaux sur très peu de langues qui sont typiquement des langues dominantes. Cette tradition empêche l'avancement d'une théorie sociolinguistique plus généralisable, et voilà pourquoi des langues telles que le franco-provençal apportent une énorme richesse à la science du langage. Les néolocuteurs sont devenus un focus important dans des études de langue en danger, mais le nombre d'études variationnelles, des études sociolinguistiques quantitatives, qui se penchent sur cette catégorie de locuteurs reste très faible. Je trouve cela dommage étant donné que Alexandra Jaffe récemment suggère que les néolocuteurs peuvent être impliqués dans des modèles traditionnels de diffusion et de variation sociolinguistique. Ainsi, les petits éléments de preuve présentés ici semblent appuyer d'une certaine manière sur cette déclaration. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci à Jonathan Kasten.